tout le monde! Avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. Je m'y attendais pas du tout et vous avez été très nombreux à la regarder et très nombreux à me rejoindre. Donc vraiment, merci beaucoup et puis écoutez, bienvenue au nouveau. Je vous retrouve pour vous présenter ma petite sélection de la rentrée littéraire 2020. J'ai sélectionné 14 livres, alors clairement je ne pourrai pas tout lire, mais ça reste les livres qui m'ont fait de l'œil, voilà, qui m'ont un peu interpellée. Et c'est vrai que le mois de septembre, c'est le mois durant lequel je mets un peu de côté ma pile à lire pour privilégier de la nouveauté. Et donc, logiquement, si vous suivez, je commencerai ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge au mois d'octobre. Donc les livres que je vais vous présenter maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne les lirai pas tous, mais il est évident que vous retrouverez certains d'entre eux dans un prochain point lecture. Et puis écoutez, on est parti. Tout d'abord, et sans aucune surprise quand on me connaît un petit peu, le dernier livre d'Amélie Nothomb. Voilà, j'ai envie de vous dire, que serait une rentrée littéraire sans Amélie Nothomb et surtout comment serait ma rentrée littéraire sans Amélie Nothomb, puisque vous avez là mon autrice préférée, voilà, donc qui m'avait un petit peu déstabilisée avec Soif l'année dernière, mais apparemment de ce que j'en ai lu, des avis, on retrouve l'Amélie Nothomb habituelle, donc il me tarde de me lancer. Transition absolument parfaite pour enchaîner, puisque on va se rendre au Japon, Amélie Nothomb, Japon, si vous suivez la référence, avec Une rose seule de Muriel Barbery, publié aux éditions Actes Sud, qui est un tout petit roman dans lequel apparemment on va être complètement immergé dans la culture japonaise. Et c'est vrai que le fait qu'il soit court aussi a joué en sa faveur pour pouvoir un peu s'immerger là-dedans. On reste au Japon avec le seul livre de cette sélection que je n'ai pas en ma possession, avec donc La République du Bonheur d'Ito Ogawa, publié aux éditions Pitié. Je ne sais pas si vous verrez bien, c'est toujours le gros problème, parce que moi j'ai un reflet, donc voilà. Qui est en fait un livre qui a l'air clairement doudou, dans lequel on va suivre une héroïne qui se marie, et c'est décrit comme un art, comment ils décrivent ça ? Cultiver l'art du bonheur, voilà, donc j'ai envie de vous dire, je pouvais que craquer, la couverture est toute mignonne, à voir ce que ça va donner. On fait un petit tour sur le globe et là on va se rendre aux États-Unis avec deux romans qui me font très envie, ce qui est assez étonnant parce que c'est vrai que les États-Unis c'est pas une culture ou un pays globalement qui m'attire énormément. Désolée si j'arrête pas de toucher à mes cheveux, c'est pas pour faire la fille qui se recoiffe constamment, mais j'ai une mèche, voilà. Donc je tente désespérément de la cacher, c'est le côté rebelle du jour. Bref. On va donc aux États-Unis, comme je vous le disais, avec Nickel Boys de Colson Whitehead, qui est l'auteur de alors attention à la prononciation, Underground Railroad, qui a été vraiment mondialement reconnu, récompensé. Pour le sujet dont il traitait, l'écriture, tout ça, et celui-ci est en train de suivre le même chemin. Donc c'est vrai qu'il traite d'un sujet très dur, puisqu'on va se retrouver dans une histoire apparemment tirée d'une histoire vraie, qui va se passer dans un centre de correction, où il va se passer des choses extrêmement dures, mais j'ai lu une interview de l'auteur qui disait qu'il n'avait pas tenu tant que ça à décrire la violence, qu'elle était plus... on va dire indirectement sous-entendu, parce que en fait on la comprend de nous-mêmes. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a fait pencher pour peut-être que je pourrais me lancer, moi qui aime pas trop les trucs trop violents. Donc à voir ce que ça va donner, parce que c'est quand même un auteur qui est aujourd'hui très reconnu, donc j'aimerais bien pouvoir me lancer dans un de ses livres. Le deuxième roman, c'est Glory de Elizabeth Wetmore, publié aux éditions Les Escales. Donc là, on va changer un peu de décor, on va se rendre au Texas dans les années 70, où une adolescente va être victime d'une chose absolument épouvantable, et la ville va complètement se déchirer autour de son cas apparemment, et donc on va être vraiment dans cette ambiance typique de ces années-là, dans le Texas de ces années-là, avec les problématiques de ces années-là, et c'est décrit comme un roman féministe au cœur d'un Texas impitoyable. Donc voilà, ça m'a beaucoup parlé. Il n'est pas très gros, ce qui est toujours un argument très important pour moi, comme vous pourrez bientôt vous en rendre compte. Donc on va voir, et d'ailleurs avec ce côté roman féministe, il me permet une nouvelle fois de faire une transition
parfaite avec les 3 livres qui arrivent, puisqu'on va partir dans 3 livres un petit peu girl power, avec le premier qui est Une farouche liberté de Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, très grande avocate qui s'est éteinte il y a là très peu de temps et qui s'est beaucoup battue pour de nombreuses causes et en partie des causes féministes. Donc pareil, tout petit livre, je pense que lui il sera rapidement lu. Changement complet de décor, mais on reste tout de même dans le côté féministe avec Aline et les hommes de guerre de Karine Silla, publié aux éditions de l'Observatoire. Dans ce livre, l'autrice rend hommage à une Sénégalaise qui est finalement très peu connue dans l'histoire, qui est Aline Sitoé Diatta, qui s'est réellement battue pour les droits des hommes et des femmes de son pays. Je ne la connais absolument pas et du coup c'est vrai que ça m'attire énormément. Et enfin, dernier livre féministe de cette sélection, Fille de Camille Laurens, publié aux éditions Gallimard. Je pense que vous en avez entendu parler parce que c'est vraiment, on va dire, un des livres les plus médiatisés de cette rentrée littéraire. Tout simplement, l'autrice va s'interroger sur ce que représente vraiment le fait d'être une fille, là, à partir de quelqu'un qui naît dans les années 60, d'un point de vue de la société, d'un point de vue de la construction d'une identité, de tout ça, que représente vraiment le fait d'être une fille dans la société. Et ça a l'air extrêmement intéressant, donc écoutez, on verra si je me lancerai ou pas. On passe maintenant à l'historique avec de nouveau 3 romans. Le premier, c'est La Chambre des dupes de Camille Pascal, publié aux éditions Plomb, qui va nous entraîner sous le règne de Louis XV et dans ses amours passionnés avec la duchesse de Châteauroux. Donc une personne qui m'est un peu méconnue et c'est vrai que comme j'aime beaucoup l'histoire, c'est un roman qui m'intéresse beaucoup. Le seul souci, c'est qu'il fait 500 pages et que concrètement, il risque de passer au second plan face à des romans plus courts. Changement complet de décor avec Héritage de Miguel Bonnefoy, publié aux éditions Rivage. Donc là, on va se trouver entre la France et le Chili dans une saga familiale qui va suivre plusieurs générations sur une grande partie du XXe siècle. On va vivre les événements importants de ces 2 pays. Voilà, France, Amérique latine, quand on me connaît, tout est dit. Et enfin, le dernier roman, c'est Le dernier inventeur de Héloïse Gay de Bélissen, publié aux éditions Robert Laffont, qui va retracer l'histoire de l'un des 4 garçons qui ont découvert la grotte de Lascaux. Et en fait, c'est le dernier survivant puisqu'il s'est éteint là en tout début d'année. C'était Simon Cuenca, je ne sais pas si je prononce le S. Et moi, c'est vrai que c'est une histoire qui m'a toujours fascinée. Donc, je me dis que pourquoi pas, ça peut être super sympa en roman. Et pour les 3 derniers romans, là il n'y a pas de thématique particulière, ils vont arriver comme ça. Le premier, c'est Longtemps je me suis couchée de bonheur de Daniel Picouli, publié aux éditions Albin Michel. En fait, tout simplement, l'auteur va transposer l'univers de Proust à sa banlieue d'Orly, donc en région parisienne. Et c'est vrai que si vous avez un peu suivi, j'ai fait une tentative de Proust en début d'année qui a été un échec total. Donc je me dis que même si j'ai bien conscience que ça n'a aucun rapport, ça ne vaudra pas Proust en tant que tel, ça peut être une autre façon d'aborder son œuvre qui pourrait peut-être plus me plaire. Avant-dernier livre de cette sélection, Un jour viendra couleur d'orange de Grégoire Delacour, publié aux éditions Grasset. Grégoire Delacour est l'un de mes auteurs préférés, donc je pense que j'ai pas besoin d'ajouter autre chose de pourquoi il est dans cette sélection. On termine cette sélection avec Les Roses Fauves de Carole Martinez, publié aux éditions Gallimard, qui me fait vraiment penser au résumé au roman d'Olivia Ruiz, la commode au tiroir de couleurs, remettre dans le bon sens. Puisque pareil, on va être en Espagne, il va y avoir des secrets de famille, des histoires de famille liées un peu à des objets que les femmes se transmettent. On retrouve un petit peu cet univers et forcément, moi, l'Espagne, ce genre de thématique, ça peut que m'attirer. Voilà pour cette sélection un petit peu mouse costaud, mais en même temps, il faut avoir du choix. Hein. Je veux dire, hashtag passion pile à lire. Je pense que vous êtes beaucoup à me comprendre. Et on est tous d'accord dans ces cas-là. Je sais déjà ceux qui vont me tenter en premier et ceux qui risquent de passer à la trappe. Mais je ne vous dis rien, vous découvrirez tout ça dans un prochain point lecture. N'hésitez pas à me dire, vous, quel livre vous avez repéré, s'il y en a parmi ceux que je vous ai présentés. Et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Hasta luego!